Ok, donc comme je disais, bienvenue, bonjour. Je vais me présenter tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis lead développeur JS. Je suis également formateur JS. Je tiens également un blog JS. Donc, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de JS dans tout ça. Mon blog en mon nom propre, sur lequel je tiens notamment une chronique jQuery, jQuery 8 et jQuery mobile. Donc, tous les lundis matins en général, vous pouvez retrouver l'actualité relativement fraîche de la semaine précédente concernant ces trois frameworks. Je suis accessoirement amateur de bonne cuisine et de bons alcools. J'entends pas les petits alcools de Carrefour. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter sur @matrobin. Donc, qui pense qu'il est facile de développer en JS sans bug? N'hésitez pas à lever la main, faut pas être timide. J'ai plus de balles dans le nerf, vous inquiétez pas. J'ai le nerf encore en dessous, mais j'ai plus de balles. Donc, qui pense que c'est vraiment simple de développer en JS sans bug? Qui pense que c'est dur de développer en JS sans bug? Ah, c'est bien. Bon, tout le monde n'a pas levé la main, là je vois des petits tricheurs. Ça tombe bien parce que ceux qui auraient dit que c'était dur de développer en JS sans bug, ils ont tort parce que c'est hyper simple en fait. C'est vraiment très très simple, ça tombe bien, vous êtes venus aujourd'hui, donc vous êtes saufs. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Tout d'abord, on va parler de tests en JavaScript, on va parler de vérifier du JavaScript, on va parler d'IDE JavaScript. Bon, par contre, on ne parlera pas de album photo JavaScript. Voilà, typiquement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Pour avoir des bugs, vous cherchez album photo JavaScript, vous le copiez-collez, et voilà, vos bugs, vous les avez. Si vous n'en voulez pas, vous ne faites pas ça. Alors, je remercie au passage Top 10 Stratégie qui sont en bas. Je ne bosse pas pour eux, je vous rassure, je n'ai pas d'action et compagnie, c'est eux qui m'ont fourni ça. Donc, je l'ai intégré à l'arrache dans les slides ce matin. Donc, allez les voir, ils sont très sympathiques, très ouverts. Et ils fournissent des slides, gratis. J'ai moins à bosser, c'est cool. Donc, tout d'abord, le fait de travailler en JS pour ne pas avoir de bugs, c'est d'abord respecter la syntaxe de JS. Qui connaît ce symbole? Là, s'il y en a qui ne lèvent pas la main, je pense que je vais aller racheter des balles et les mettre dans le nerf. Sincèrement. Bon, qui ne se sert pas systématiquement de ce symbole? Ah, moi je vais aller acheter des balles, je reviens. Eh c'est faux. Il faut se servir de ce symbole. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui connaît le principe de l'ASI? Oula, bon allez, je suis sympa. Qui connaît le principe de l'automatic semicolon insertion? Ah, il y en a quand même un qui n'utilise pas les semicolonnes, mais qui sait ce que c'est l'ASI. Ok, donc on a un fervent défenseur de FAT. En fait, l'automatic semicolon insertion, pour une fois on a de la chance, c'est seulement 2 pages dans la doc d'ECMAScript. Donc du coup, je vous incite à la lire. Si vous voulez, je l'ai là, je peux vous prouver que c'est vraiment 2 pages. Et il y a même, en fait, maintenant c'est 4 pages, mais il y a 2 pages d'exemple. Donc c'est plutôt sympa de leur part. Pour une fois, c'est une doc qui est très simple, qui est très accessible. Donc je vous incite vraiment à aller lire dans l'ECMAScript 5. Pas tout l'ECMAScript 5, parce que c'est à peu près 3000 pages. Donc ça vaut pas le coup, mais le chapitre 7.9.1, c'est 4 pages, avec la 7.9.2. Et vous aurez compris l'essentiel de ce que je vais vous expliquer dans le slide suivant. Qui ne comprend pas ce code? A priori, personne, tant mieux. C'est quand même relativement simple. À l'œil humain, c'est très simple. Et pour la machine, c'est très simple. Elle va le comprendre comme ça. En fait, il faut comprendre que l'automatic semicolon insertion, c'est quelque chose qui est dans tous les interpréteurs JS, donc que ce soit aussi bien au niveau serveur qu'au niveau navigateur, qui tout simplement détermine pour vous quand est-ce que vous avez oublié votre point-virgule, et donc du coup, quand est-ce qu'il faut l'ajouter pour vous. Le point-virgule est absolument obligatoire en JS. Ce n'est pas vrai de penser qu'il n'est pas obligatoire, et donc du coup, de ne pas l'utiliser, c'est pas bien. Bon, il y a quelques défenseurs qui disent « je sais comment les utiliser, donc je ne les utilise pas puisque j'en ai pas besoin ». Parce qu'ils comptent sur l'ASI. Mais de toute façon, l'ASI va faire le boulot. Donc autant le faire vous-même, autant racheter vous-même les points-virgules, vous saurez qu'ils sont là aux endroits où il faut. Ça évitera quelques petits soucis. Pourquoi? Par exemple, l'exemple le plus courant, c'est celui-ci. Il est quand même très simple, on a une petite opération d'addition, après on a une petite appel de fonction sur une somme, rien de très compliqué. A priori, ça peut aussi se comprendre comme ça. Qui pense que ça, c'est toujours vrai quand on vient de ça? Allez, il y en a bien un qui va lever la main, là. Voilà, je remercie. Bon, il tombait... non. Forcément, vous vous en doutiez un petit peu, j'ai mal préparé mon effet de surprise. Non, parce que dans certains navigateurs, ce n'est pas celui que vous croyez, dans certains interpréteurs, pour le coup, il y a moins d'historique, ils comprendront ça.
Et alors là, tout de suite, pour trouver le bug, vous allez pleurer. Parce que tout simplement, en fait, là ici, il a une règle bête. Dès qu'il y a un retour à la ligne, il va chercher à savoir s'il peut ou non mettre un point-virgule. Et là, vous avez une opération qui potentiellement est de multiplication entre le C et la somme des plus E, qui normalement est prioritaire sur l'addition pour ceux qui connaissent leurs règles de mathématiques de base. Et donc du coup, lui ne sait pas. Alors il y en a qui vont les rajouter, et il y en a qui vont ajouter le point-virgule, et d'autres qui vont pas le faire et qui vont tout réunir sur une seule ligne. Et alors là, votre code, bizarrement, il marche beaucoup moins bien. Donc vraiment, vous méfiez, vraiment utilisez les points-virgules. C'est bête, hein, mais c'est l'essentiel des bugs. Aussi, le return. Alors ça, c'est la grande blague des développeurs JS qu'on retrouve aussi beaucoup dans les développeurs PHP. Je suis développeur PHP aussi au passage, hein, me jetez rien. Donc, tout simplement, qui a l'habitude de faire ce genre de code? De dire, j'ai une petite fonction de base, je lui passe un paramètre, si c'est pas un entier, je dégage un false, et puis sinon, je retourne la somme. Qui a ce genre d'habitude? J'ai vu quelques courageux. Eh bien, c'est mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça vous dérange pas de vous dire quand même, est-ce qu'il y a des développeurs Java, C#, C++ ici? Ah non, c'est mal là. J'ai vu 2 fois lever la main. Est-ce que en C#, en Java, je sais pas lequel des langages que tu utilises, est-ce que quand tu définis une sortie, est-ce que tu as l'habitude de changer de type de sortie en fonction de la sortie? Non. C'est pareil en JS, il n'y a pas de raison de faire différemment, c'est un langage aussi, il faut le respecter. Pour ça, il y a les exceptions. C'est un cas anormal. Un cas normal, ça se gère par les exceptions. Il n'y a pas de raison de faire autrement. Le JS gère très bien les exceptions, il y a des très beaux try-catch. Pourquoi ne pas s'en servir? Sincèrement. Vous avez un cas normal qui est propre, et derrière, votre exception. En plus, c'est quand même plus parlant qu'un return false, on ne sait pas à quel moment ça a planté. À moins de renvoyer un objet, mais bon, c'est quand même pas terrible, c'est quand même plus sympa une exception. Alors, ensuite, c'est aussi la compréhension des éléments clés. Pour coder en JS, il est important de comprendre notamment ce mot. Je pense que certains ont dû pas mal s'arracher les cheveux là-dessus. Je vois que tout le monde a dû s'en sortir, puisque tout le monde a encore au moins 2 cheveux sur la tête. C'est bien. Félicitations. Alors, dans la partie globale, this correspond toujours à l'objet global, donc window. Ça, c'est côté navigateur. Côté Node, Rhino et compagnie, ça peut être différent en fonction des interpréteurs. Le problème, c'est que à l'intérieur d'une fonction, ça dépend de la méthode d'appel, donc plus précisément du contexte. Et alors là, c'est là que ça commence à rigoler. Ici, dans ce cas-là, vu que la fonction f1 est dans l'objet global, this égale à window, ça c'est cross-browser, c'est toujours vrai. Donc ça, vous pouvez lui faire confiance. Donc allez-y, n'hésitez pas, utilisez-le, il n'y a pas de souci. Là où c'est moins bien, c'est que par exemple, on est toujours dans l'objet global, là, on appelle la méthode f2 dans le scope global et compagnie, on a juste rajouté un petit useStrict, et là, d'un seul coup, non, this, ça vaut undefined. Mais c'est pas toujours vrai, des fois ça vaut Windows. Ça vaut window. Pour le coup, c'est vraiment le navigateur auquel vous pensez. Mais pas tout seul, pour une fois-ci. Il y en a un autre, je sais plus lequel, je crois que c'est Opera, qui retournera window et non pas undefined. Enfin, troisième élément, concernant les fonctions, vous avez aussi la possibilité de vous retrouver avec un this dans une fonction qui est à l'intérieur d'un objet. Évidemment, this désigne l'objet courant. Ça aussi, c'est cross-browser. Le problème, c'est qu'il y a aussi call et apply. Donc call et apply, c'est assez simple en fait. Qui ne connaît pas call et apply, qui ne les utilise pas parce qu'ils en ont peur. Faut pas en avoir peur, hein, c'est pas grave. C'est assez simple, en fait, vous définissez un objet, en fait c'est exactement la même chose que ça. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir votre fonction à l'intérieur de l'objet, vous la définissez ailleurs, puis après vous la recollez vous l'exécutez sur l'objet. Et donc du coup, dans ces cas-là, this correspond à l'objet qui est en premier paramètre. Après, la différence entre call et apply, c'est juste les paramètres. Dans call, les paramètres sont mis à la chaîne comme ça avec des points, avec des virgules. Apply, vous passez à un tableau d'arguments. Dans le bon ordre, ceci dit. Voilà. Ensuite, il faut aussi gérer les événements sur les éléments. Donc je parle des éléments DOM. Ici, vous pouvez, c'est pas très propre, hein, je ne vous conseille pas de coder comme ça. Donc déjà ça, c'est une source de bug. Ici, le this correspond à l'élément lui-même. Donc on parle de l'élément DOM au niveau JS.
Donc comprenez bien que c'est pas le ZIS global, c'est pas Windows. Voilà. Donc ça c'est le tour de ZIS. Mine de rien, ZIS ça pose quand même pas mal de soucis, faites vraiment attention à ce que vous faites. En général, les erreurs peuvent souvent venir de là. Plus souvent que du point-virgule qui manque. Enfin, il reste les grands classiques, eval, set timeout et set intervalle. Qui aime bien s'en servir? Merci les gars. Bon, c'est pas interdit, hein, contrairement à ce qu'on pense. Ok, eval est evil, mais pas que, c'est aussi pratique. Hein, même moi je m'en sers. Je vous le recommande juste pas parce qu'il faut avoir conscience de certaines choses. Bah, c'est que ça vous donne accès au compiler, donc vous pouvez faire des choses un peu dégueulasses. Vous n'avez pas de debug, c'est-à-dire que si vous faites du debug pas à pas, on en reparlera après, bah, vous pouvez pas dans eval. C'est-à-dire que tout le code que vous y envoyez c'est sympa, mais si vous avez besoin de poser des points d'arrêt, bah, vous pouvez pas. Et au passage des lenteurs, puisque bah, du coup vous réinterprétez dans une interprétation. Bon bah, il y en a qui connaissent la JVM. Oh, désolé. Ensuite, donc les outils. Bah, c'est ce qui va le plus vous aider au quotidien, et c'est vraiment là-dessus que vous devez vous reposer au maximum. Arrêtez d'essayer de faire les surhommes à chercher à la main. Sincèrement, il y a des bêtes d'outils qui ont été développés, et c'est avec eux que vous devez travailler si vous voulez travailler efficacement et rapidement. Après, bon, bah, pour l'ego, c'est toujours sympa de chercher de votre côté, mais bon, vous serez quand même plus efficace avec des outils. Tout d'abord, GSLint. Qui connaît GSLint? Enfin, qui ne connaît pas GSLint, plus précisément? Ah ouais. Bon, bah messieurs, bienvenue dans une nouvelle ère. Alors, GSLint, c'est un outil qui a été développé par Douglas Crockford, donc un grand monsieur du JS, bah, qui est tout simplement, qui correspond au mot-clé vérifier JavaScript. C'est-à-dire pour juste faire en sorte de vous assurer que votre syntaxe JS est correcte. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, avant, je vous avais parlé aussi d'IDE JavaScript. Personnellement, j'utilise WebStorm, puisqu'il intègre notamment GSLint en embarqué. C'est pas le seul outil qui l'intègre, mais bon, il est très bien, il intègre plein d'outils. Si j'ai une recommandation à vous faire, arrêtez les Vim, arrêtez les Sublime, les machins. Enfin, après, Sublime, c'est pas trop mal, j'ai jamais trop touché. WebStorm, c'est très bien. Si vous faites du PHP, il y a PHP Storm qui utilise les mêmes outils. N'hésitez surtout pas, hein. Ça fait un peu peur, c'est un gros IDE, mais c'est pas aussi lent qu'Eclipse, c'est pas aussi lent que NetBeans et compagnie. C'est sympa, et en plus, il y a des outils intégrés dedans par nature. Alors, donc on revient à GSLint. Donc GSLint, c'est un tout petit paquet d'options que bah, vous n'avez pas besoin de cocher. C'est très bien en mode strict après tout. Petit exemple, ici vous avez mis dans un fichier pour voir juste si le fichier était récupéré, c'est première base en général. Vous mettez un console log A, puis voilà, vous vous arrêtez là. Bon bah effectivement votre script va marcher. Mais déjà là votre script n'est pas forcément correct. Parce que tout simplement GSLint va vous dire, attention, ton console il n'est pas défini. Effectivement, console n'est pas un objet natif du JS. Ça n'appartient en rien du tout à la définition de JS. Ça appartient à quelque chose qui est fourni par le navigateur. Il y a des navigateurs qui n'ont pas la console. Alors on parle des vieilles versions. Hein. Même IE maintenant, depuis je crois la 8, a une console. Mais on pouvait rigoler sur IE 8, Firefox 3.5, il n'y avait pas de console non plus. Enfin, il y avait une console, mais vous n'aviez pas l'objet console. Vous aviez une console uniquement parce que vous aviez Firebug. C'est aussi simple que ça. C'est bête, mais on peut se faire avoir. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps moi-même, je ne savais pas que c'était Firebug qui prenait le console, qui ajoutait le console au navigateur, et que Firefox en fait n'avait pas de console JS. Voilà, donc en fait, le principe, bon alors là c'est sur console, vous allez me dire c'est un peu débile, c'est un peu simpliste, mais parce que je ne peux pas non plus vous mettre 20 000 lignes de code là. Ça a un côté pratique, le fait de savoir que vous avez une variable ou un élément non défini, c'est que quand vous avez un très gros code, vous le passez sous GSLint, il va vous dire attention, cet objet-là n'est pas défini, est-ce qu'il est global, est-ce qu'il est local, tu ne l'as pas déclaré, je ne sais pas d'où il sort, donc potentiellement bah, il va refaire référence un petit peu plus haut vers les objets globaux, et là en fait bah non, vous aviez prévu de concaténer plusieurs fichiers, et vous avez juste pas pensé que c'était dans ce fichier-là qu'il fallait le déclarer, vous ne savez plus si vous l'avez déclaré là ou pas. Bon, bah, en mettant l'entête ainsi, vous savez que là il va être déclaré ailleurs. En l'occurrence, bon, bah, là c'est un objet global, c'est pas grave. Mais ça vous permet de savoir dans quel fichier il a été déclaré. S'il n'est pas déclaré dans ce fichier-là, vous le déclarez en globals en haut. GSLint va arrêter de vous péter l'erreur et dire bah du coup voilà c'est bon, ton code il est propre. Encore une fois, j'ai fait exemple sur console parce que c'est simple, mais si tu veux, les slides seront publiés après, t'embête pas à faire des photos. Donc du coup ça a pour mérite quand même de vous permettre d'éliminer certaines problèmes de propos de déclaration de variables. Voilà, autre exemple, donc on reste, on a gardé le même code, tiens j'ai pas viré le... ici on va un petit peu plus loin,
On déclare une petite liste, on déclare un élément de parcours. Donc là, vous voyez, très important, même si c'est dans un for, vous déclarez toujours toutes vos variables. Justement, pour éviter qu'il aille chercher ailleurs, que ça vous écrase quelque chose quelque part. Ici, j'ai mis un for, puis je l'ai parcouru bêtement. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien de choquant. Bah, même là-dessus, JSLint va me péter une erreur, parce que rien ne dit au JS, rien ne dit à l'interpréteur, rien ne dit au moment de l'exécution, que list potentiellement a été modifié à un moment donné, et va embarquer d'autres éléments exposés au parcours. Et donc, ce qu'on appelle à l'énumération. Regardez dans les spécifications d'ECMAScript 6, vous avez moyen de dire qui est énumérable ou pas. Vous avez des choses à partir d'ECMAScript 5 qui étaient déjà déclarées comme énumérables, même dans les listes. Et là, vous risquez d'avoir des bugs du genre, bah tiens, c'est marrant, j'ai un élément 0, j'ai un élément 1, puis après, bah, j'ai une longueur. Qu'est-ce que ça fout là? Je comprends pas, c'est pas dans ma liste. Bah, en fait, c'est la longueur de votre tableau. Alors, la longueur n'est pas concernée, mais il y a d'autres éléments dans d'autres structures qui peuvent être exposés comme ça. Et là, vous avez un peu l'air drôle. Et donc, du coup, la JSLint vous dit, bah attention. En réalité, la propriété que tu risques d'exposer n'est pas forcément appartenante à l'objet, mais appartenante à l'objet au-dessus, à l'objet père, enfin mère. Et donc du coup, vous pouvez facilement, avec la fonction asOwnProperty, demander à l'objet si l'élément que vous allez afficher, enfin l'élément que vous allez manipuler, appartient à votre objet ou appartient au-dessus. Et donc du coup, si ça appartient au-dessus, forcément, vous pouvez le filtrer, on n'en parle plus. Donc pensez à filtrer vos forts, c'est bête, mais ça évite pas mal de petits soucis. En général, vous les voyez pas parce que c'est quand même très rare, mais ça arrive. Et là, vous êtes marron parce que vous retournez dedans, vous dites je vais mettre un filtre. Mettez pas un filtre sur la longueur, mettez pas un filtre sur telle ou telle clé, parce que votre code va sans arrêt changer, c'est pas évolutif. asOwnProperty, c'est très bien, et ça a pour mérite d'être très efficace sur toutes les valeurs. Et en dérivé, je vous propose JSInt aussi, qui est un petit fork de JSLint qui a été fait par les mecs de Twitter, et qui propose d'autres types d'informations qui sont valables aussi, qui sont intéressantes aussi. Pourquoi pas. Ensuite, comme dans tout langage, il y a les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est important. Je suppose que vous en avez déjà tous entendu parler. Qui ne connaît pas le concept des tests unitaires? Ah, je suis rassuré. Bon, on va passer. Les tests unitaires, il y a énormément d'outils en JS pour faire des tests unitaires. Là, ça c'est une petite liste. À ma connaissance, il y en a à peu près 38 où vous trouvez une doc assez facilement un peu partout sur le net et qui sont relativement utilisés. Alors je dis pas qu'ils sont tous bien, ou je dis pas qu'ils sont tous très efficaces, ou qu'ils sont tous très utilisés. Je vous ai juste listé ici ceux qui sont les plus utilisés. Donc après, c'est à vous de faire votre choix, c'est à vous de voir en fonction. Sachant qu'il y en a qui sont plus dédiés côté serveur, plus dédiés côté navigateur, d'autres qui peuvent faire les deux. À vous de voir. C'est vraiment au choix. Il y a des outils qui sont faits, on va dire, par des grands du code. Il y a des outils qui sont un peu obscurs, on ne sait pas trop d'où ils sortent, on ne sait pas trop s'ils sont encore maintenus. Personnellement, j'utilise les deux premiers. Après, à vous de voir. Pareil, comme dans tout langage, comme dans tout logiciel, vous pouvez aussi faire de l'intégration continue en JS. Je pense qu'on a... Monsieur Adi Osmani a fait pas mal de buzz ces derniers temps avec un très bon outil. Mais il y avait d'autres personnes avant lui qui ont fait d'autres trucs aussi qui sont pas mal. Qui fait de l'intégration continue en JS, avec ces outils-là notamment, par exemple. Ou pas forcément. Ouais, quand même quelques-uns. Donc l'intégration continue, c'est du Jenkins, c'est du Travesty et compagnie. Ça veut dire juste rejouer quand vous faites un commit, quand vous faites dès que vous avez quelques actions importantes sur votre dépôt, de rejouer juste la série de tests. C'est important, c'est bête, mais c'est quand même très important à faire. C'est vraiment très très important, c'est ce qui vous garantira notamment les non-régressions. Quand vous avez beaucoup de code, ça peut être pratique de vous assurer que tout fonctionne toujours pareil. Donc je reviens sur les outils. Il y a aussi les task runners. C'est un côté pratique des fois de ne pas avoir à écrire soi-même son minifieur, de ne pas avoir à scoltiner la recherche de quel est le meilleur optimiseur d'image et autres. Ça c'est un petit peu plus global, hein, c'est pas que JS, mais ça fait aussi du JS et c'est surtout pour ça que ça a été conçu à l'origine. Vous avez les trois outils principaux, avec forcément le premier qui est le plus connu et le plus utilisé, le plus documenté et le plus aussi mal expliqué sur le net, qui est Grunt. Donc vous allez avec pouvoir définir des tâches de minification, des tâches de test, des tâches de déploiement, des tâches de compression,
Accessoirement, il fait aussi il génère des sprites d'images, enfin, il fait un peu de tout et n'importe quoi avec le CSS et compagnie. Ça marche. Ça tombe bien, j'ai presque fini. Donc vraiment, donc sur les outils, très important, donc n'oubliez pas, hein, les task runners, l'intégration continue et les tests unitaires. Enfin, si vous voulez travailler sérieusement JS, au moins les tests unitaires et tests et d'intégration continue. Les task runners, c'est pas mal aussi, c'est pratique pour découper vos fichiers, ceci dit. Mais c'est pas une condition sine qua non. Ça l'est. Et donc là, du coup, bah, vous aurez tout de suite une meilleure qualité de code. Donc vous n'aurez pas le code parfait, puisqu'après, bah, c'est quand même des êtres humains qui codent. Je ne vais pas dire vous pour éviter de vous blesser, parce que moi aussi je fais des bugs. Mais ça passe notamment par là. Ayez conscience que JavaScript c'est un vrai langage, qu'il se respecte dans sa structure, dans sa façon dont il a été normalisé. Ne respectez pas trop le copier-coller, évitez. C'est pas ce que vous faites en Java, c'est pas ce que vous faites en C#, c'est pas ce que vous faites en PHP. Peut-être un peu plus en PHP, ceci dit. Il n'y a pas de raison de faire différemment avec le JS. Le JS est un vrai langage, messieurs. Il faut l'admettre. Et il faut savoir, donc, du coup, apprendre à travailler avec. Il y a des vrais outils, c'est pas du bricolage. C'est pas, allez, je vais scripter un petit truc à l'arrache. Pourquoi pas si vous livrez et que vous maintenez pas. Si vous maintenez, vous savez par quoi passer. Et donc maintenant, bah, du coup, voilà, vous avez augmenté votre qualité de code. Et donc vous approchez quand même un peu plus du zéro bug. C'est pas encore le zéro bug, on y viendra peut-être un jour, mais bon, peut-être. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non, c'est pas du troll. Vas-y, c'est pas grave, je suis ouvert, je me fais troller toute la journée, tout le temps. Moi, je fais énormément de Python, et dans Python, le guide de style presque est imposé dans le langage, notamment parce que on n'a pas de curly braces, Ouais. de présentation, etc. Et la question que je pose, c'est moi qui suis très mauvais en JavaScript, mais qui voudrais vraiment commencer pour le coup, est-ce qu'il y a des moyens de dire à JavaScript qui permet de faire un peu ce qu'on veut, quand on voit la taille du bouquin, Ouais. JavaScript et JavaScript de Bootparts, qui est quand même assez différent. Ouais. Est-ce qu'on peut imposer à JavaScript un guide de style en disant c'est comme ça qu'on veut faire, et pour essayer d'avoir un style qui est à peu près cohérent à travers tout ça? Alors, oui et non, parce qu'en fait, tu as, hormis les écoles classiques de positionnement des accolades, en fait, le JS est finalement très dur. Il te permet de faire un peu n'importe quoi, en fait, c'est pas vrai. C'est pas le langage qui permet ça, c'est les navigateurs, malheureusement. Et donc, du coup, en fait, on a une fausse image du langage, dans le sens où les navigateurs, à l'origine, ont dû être un petit peu tolérants sur ce que faisaient les développeurs, parce que c'était le début, c'était un peu le bordel. Pas oublier que c'est très très vieux, JS, ça date pas d'Ajax, hein, ça date pas d'il y a 5 ans. Et donc en fait le problème c'est que les navigateurs autorisaient un peu tout et n'importe quoi et essayaient de corriger les bugs, d'où par exemple l'ASI. Et donc du coup en fait l'idée c'est que l'ASI c'est par exemple dès qu'il va avoir une ligne blanche, enfin dès qu'il va avoir un retour à la ligne, il va essayer de faire quelque chose, de corriger. Donc en fait tu as un style qui est relativement imposé. Tu peux assez difficilement, enfin t'es libre sur les espacements, les tabulations et compagnie, t'es libre sur le positionnement de tes accolades. Tu peux, comme dans certains langages, dire bon bah je mets pas d'accolade et puis la suivante ça sera ça. Après au niveau lecture c'est pas terrible, mais à mon avis non, tu peux pas vraiment lui imposer un style, puisque de lui-même c'est plutôt lui qui va t'imposer un style si tu veux coder tranquillement. Parce que l'avantage dans tout ça, c'est que, notamment en Python, c'est que le code de quelqu'un ressemble souvent au code de l'autre, parce que le guide de style est un peu imposé, donc la familiarité est plus rapide. Bah après j'ai envie de te dire, si tu respectes mot pour mot, attention, il y en a qui vont me frapper après, si tu respectes mot pour mot les suggestions de Douglas Rockford, donc avec JSLint notamment, il va au détail près du positionnement de l'espace, du positionnement d'une instruction, et donc en fait du coup quand tu respectes ça, ton code est vraiment, du coup, entre guillemets, moi je le trouve très propre, je suis tout à fait d'accord avec ces règles, et donc du coup derrière le code est toujours relativement uniforme. Dans mon équipe on est 5 développeurs, on est 5 à respecter les règles. Quand il les respecte pas, maintenant j'ai un nerf. et honnêtement, on arrive à se passer le code sans trop de difficultés, parce que du coup, vu qu'on respecte les specs, finalement ça passe, quoi. On arrive à assez bien porter le code entre nous. Il y a d'autres questions? Oui? Pas du tout. Alors CoffeeScript, j'ai un peu trollé il y a quelques jours sur Twitter. Pour moi, c'est un peu comme la bière sans alcool. C'est une pure perte de temps pour pas grand chose. C'est-à-dire qu'en fait, CoffeeScript, c'est sympa, ça permet de réduire le code, mais honnêtement, à relire, c'est de la soupe, sans déconner. C'est vraiment
On perd le... Ok, ça permet de se passer toutes les structures de toutes les choses qui sont un peu redondantes, qui sont un peu rébarbatives dans le JS. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a vraiment des trucs c'est chiant à coder. Il y a des trucs où c'est tellement tout le temps la même chose que finalement, on aimerait bien que ce soit naturel dans le langage. Et donc, effectivement, je comprends l'intérêt de CoffeeScript, je comprends les personnes qui codent en CoffeeScript. Le problème, c'est quand tu reviens après, où tu n'as pas l'habitude de coder en CoffeeScript et que tu veux t'exposer. Ah oui, passage, s'il vous plaît, les gars qui sont ici, qui font du CoffeeScript, qui publient des libs ou des outils en CoffeeScript, s'il vous plaît, mettez aussi la version JS, sans déconner. Ça prend 2 secondes. En plus, vous l'avez, puisque à un moment donné, vous l'interprétez. Donc, mettez la version JS, s'il vous plaît. Par pitié pour les autres développeurs. J'ai bien dit pitié, hein. J'ai pas dit par sympathie, par bienveillance ou autre. Non, CoffeeScript, pour moi, c'est juste une perte de temps, parce que finalement, en fait, derrière, c'est comme pour beaucoup d'autres choses. T'en arrives finalement des fois à te dire bon, je comprends pas, là ça déconne, je retourne au JS et finalement en fait autant le faire en JS, tu gagnes pas tant de temps que ça finalement. Enfin moi j'ai pas trouvé tant de temps que ça, je suis revenu, j'ai passé peut-être 1 mois ou 2 mois sur CoffeeScript, ça m'a saoulé, je suis revenu sur JS parce que finalement j'étais beaucoup plus efficace en JS, même si je suis d'accord, ça permet de gagner quand même pas mal de temps au démarrage sur du code un peu classique, un peu rébarbatif. Voilà. J'espère que j'ai vexé personne en disant que c'était comme la bière sans alcool. D'autres questions ou pas? J'avais vu d'autres mains levées tout à l'heure. Ah, bon, moi j'ai rêvé. Bon, messieurs, voilà. Mesdames, excusez-moi aussi, je vous avais oublié. Voilà. Bonne journée. Merci.